S'il y a bien une boisson qui ressort de l'univers des tranchées, c'est le pinard. Glorifié, mais aussi vilipendé, il est pêle-mêle une béquille au moral du soldat, un moyen de l'abrutir, le symbole de la camaraderie, mais également de l'insubordination. Au moment où la guerre éclate, le vin est de très loin le premier des alcools consommés en France, et ce bien au-delà du simple cadre militaire. Les 3/4 des départements en produisent, tandis que, au cours du XIXe siècle, les crus se sont affirmés. Mieux, la médecine de l'époque lui prête des vertus hygiéniques, contrairement aux liqueurs, comme l'absinthe. Alors le vin, boisson ordinaire ou patriotique? Et surtout, quel a été l'effet de la guerre sur le secteur économique? Eh bien, c'est à ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Notez d'ailleurs que je me concentrerai sur le cas français, les cas allemands et britanniques étant très voisins. J'évoquerai d'ailleurs les Allemands sur une autre question un petit peu annexe. Et avant de commencer, je voudrais remercier mes 2 camarades qui ont relu ce script. Quentin de la chaîne Sur le Champ et Nicolas de la chaîne Mettez-le Curieux. Je vous invite à découvrir leur chaîne si vous ne les connaissez pas, juste après cette vidéo. Et tout d'abord, rappelons un élément de contexte essentiel. Le vin au début du XXe siècle est une boisson courante, largement démocratisée. Rien que pour le vin, c'est 150 litres bu par an et par personne en 1900. Pour vous donner une idée, c'est 3,5 fois plus qu'aujourd'hui. Il appartient tant à des habitudes de consommation qu'à un ensemble de rites de sociabilité et de pratiques culturelles, religieuses, civiques, de passage, médicales, et même d'après-travail dans des lieux définis comme le troquet ou le café, qui sont des sas entre le monde du travail et le monde de la famille. Eh oui, les afterworks n'ont rien inventé. Le paysage viticole s'est donc transformé pour adopter tout au long du XIXe siècle les méthodes d'une production de masse. Le secteur fait vivre en 1914 pas moins de 5 millions de personnes, dont 1,6 million de vignerons pour 1,5 million d'hectares sur 77 départements. On compte également 2 millions de salariés, 500 000 négociants, auxquels il faut ajouter 1 million de bouilleurs de cru et un autre million de récolteurs de cidre. C'est dire l'importance économique et sociale de l'alcool, ainsi que le montre cette carte. Cependant, cette évolution a fait entrer le secteur dans une crise latente à partir des années 1880-1890. Les causes sont multiples, notamment avec les résurgences de l'épidémie de phylloxéra, un insecte raffolant de la vigne. S'y ajoute une vague de falsification et de contrefaçon de vin importante, provoquant une crise durable de surproduction. Celle-ci atteint son paroxysme au printemps 1907 avec la grève des viticulteurs du Midi, avant de toucher la Champagne en 1910. La sortie de crise débouche sur une législation et une réglementation inédite pour ce secteur très libéral qui va se poursuivre durant la guerre et après. Désormais, la chaptalisation, c'est-à-dire l'ajout de sucre dans le vin pour augmenter le degré d'alcool, est encadrée et les qualités systématiquement déclarées. On veut avant tout un vin dit naturel, c'est-à-dire sans ajout d'alcool. Et rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui par naturel, parce que les sulfites, ils sont bien répandus dans la vigne contre le phylloxéra. Et ces problématiques surviennent aussi dans un fort débat autour de l'alcoolisation de la société. Des ligues anti-alcooliques voient le jour, la plus connue étant la Ligue nationale contre l'alcoolisme en 1905. Cependant, elle différencie bien 2 types d'alcool, comme l'illustre cette affiche. Le mauvais, issu de la distillation de fruits et de légumes et réalisé par des bouilleurs de cru, et qui sont vus comme une véritable mafia de la goutte, et le bon alcool, issu de la fermentation du raisin, de la pomme ou des céréales. Ouais, autrement dit, le vin, le cidre et la bière, tout ce que j'aime donc. Ah, et tu aurais aimé cette époque où les études scientifiques et médicales considéraient cette boisson naturelle comme étant stimulante, réchauffante, nourrissante, bonne pour le moral, ou encore protégeant la santé, bien meilleure que l'eau. Et oui, à l'époque, la stérilisation de l'eau est encore à ses balbutiements. Et en plus, le vin est perçu comme une très bonne barrière contre l'alcoolisme pour protéger le génie de la race française. Ah, le chauvinisme, quand tu nous tiens. Au moment où éclate le conflit, la production vinicole est une des meilleures de la décennie, 60 millions d'hectolitres à l'automne 1914.
Les achats en masse de l'intendance permettent d'écouler rapidement les stocks, et les négociants ne sont pas en reste. Ainsi, les négociants du Languedoc vont donner jusqu'à 200 000 hectolitres à l'intendance, gratuitement. Et il n'est pas rare que l'on assiste, au moment du départ, à de larges distributions aux soldats, comme en témoigne Louis Barthas, tonnelier du Tarn, dans ses carnets. À la gare, une pancarte attira notre attention. On y lisait « Ici on donne du vin à l'œil ». Et à la place du dernier mot, un œil gigantesque. On donnait du vin gratis. Était-ce possible? C'était vrai. Ce vin provenait de dons de propriétaires vignerons pour les soldats de passage. On pouvait emplir à volonté son estomac, son bidon, bouteille, etc. Chaque fût portait le nom du propriétaire et du cru, et on choisissait parmi des vins les plus célèbres. C'était à faire venir l'eau à la bouche au poilu le plus sobre. Eh ben, ils parlent pas le nom, ces méridionaux. Après tout, un commerçant, ça reste un commerçant. Cette surproduction tombe d'ailleurs à point nommé, car dès 1915, la récolte est largement déficitaire, avec seulement 20 millions d'hectolitres produits. Les années suivantes sont légèrement meilleures, mais largement en deçà de la production d'avant-guerre. Ces mauvais résultats trouvent leur explication dans les importants problèmes matériels, logistiques et humains devant lesquels le secteur vinicole se voit confronté. Manque de main-d'œuvre, partiellement compensé par le recours massif aux femmes déjà présentes dans l'ombre, ainsi qu'aux personnes âgées, aux travailleurs immigrés et coloniaux et aux soldats permissionnaires et sursitaires, puis aux prisonniers de guerre, le départ des chefs, cadres et personnels des maisons de négoce et de vin, laissant la gestion de l'affaire, souvent familiale, soit à un gérant provisoire non mobilisable, soit les confiant aux épouses, le manque de produits phytosanitaires et anti-cryptogamiques, dont les ateliers sont centrés sur les productions de guerre, pour les explosifs, le manque de productions annexes comme le verre, le liège, mais aussi le sucre, le charbon ou encore le bois pour les fûts, le manque de transports routiers, ferroviaires et fluviaux, entravés par les convois prioritaires pour l'armée et les usines travaillant pour la défense nationale, ainsi que par le manque de matériel roulant adapté, la mobilisation d'une partie des producteurs d'alcool de vin travaillant pour la défense nationale, la réquisition de certaines caves, chais ou entrepôts pour les services de santé, comme à Metz dans l'Hérault, où la maison Molinier accueille des soldats gazés durant tout le conflit. Les conséquences sont donc multiples. Une baisse importante de la production, malgré un maintien des surfaces cultivées, l'instauration du régime des réquisitions dès l'automne 1915 pour assurer les besoins de l'armée, de l'ordre de 10 à 15 millions d'hectolitres par an, soit un tiers de la production bordelaise, l'importation de vin depuis les pays voisins comme l'Italie, l'Espagne et même l'Amérique du Sud, l'intensification de la production en Algérie, la baisse générale de la qualité des vins par le manque de main-d'œuvre à tous les niveaux de la production et de l'entretien, la contraction du marché civil et des réseaux d'approvisionnement des négociants, avec l'apparition d'un marché noir, enfin la hausse des prix incontrôlée. Ainsi, l'hectolitre passe de 16 à 30 francs en 1914 à 85 à 103 francs en moyenne en 1918. En cause, la rareté du produit, mais également la hausse des coûts annexes comme l'entretien et la conservation, sans compter les soupçons de spéculation à tous les niveaux. Et encore, cette hausse aurait pu être beaucoup plus importante si, en novembre 1916, le ministre du Commerce, Étienne Clémentel, n'était pas parvenu à un accord avec le Syndicat national du commerce de gros des vins, spiritueux et liqueurs de France, ainsi qu'avec le Syndicat national des propriétaires de wagons réservoirs, pour fixer le prix de location des wagons foudres à 3 francs l'hectolitre. Notez par ailleurs que le vignoble est relativement peu touché par la guerre. Même en Champagne, où les tranchées passent juste au nord et à l'est de Reims, seuls 20% des terres se retrouvent inexploitables. Le marché du vin se trouve donc dans une situation très délicate, puisque ses principaux débouchés extérieurs se sont trouvés considérablement réduits. En outre, les effets de la guerre ne sont pas les mêmes selon la taille ou la nature de l'entreprise. Il faut donc distinguer d'une part le cas des vignerons, des négociants et des marchands de vin, et d'autre part, des petites et grandes maisons. Ainsi, si les petits vignerons et les petits négociants sont les principaux touchés, devant souvent fermer leur établissement, ce n'est pas nécessairement le cas des grandes exploitations qui peuvent solliciter leurs familles, en particulier les femmes, dans la gestion comptable des entreprises. Il leur arrive également de solliciter un tiers afin de gérer l'exploitation. Et si les petits vignobles ne sont pas concernés par les réquisitions générales, en revanche, les négociants et les marchands sont soumis à la loi du 1er juillet 1916 instaurant la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre.
Alors un jour, j'en parlerai très certainement, mais sachez que malheureusement, il existe très peu d'études sectorielles sur les impacts de cet impôt exceptionnel. Il y en a, mais concernant le secteur du vin, c'est très peu. Il est donc très difficile de savoir si certaines maisons ont constitué de véritables fortunes, légales ou non. Et il faut dire que le vin, c'est une question sérieuse, aussi importante et vitale que les munitions. Après tout, Napoléon Ier ne disait-il pas « pas de vin, pas de soldats ». Au début de la guerre, les règlements prévoient que les hommes en campagne touchent gratuitement une ration de vin. En octobre, Alexandre Mirand, ministre de la guerre, la fixe à 25 centilitres. S'y ajoutent 25 autres centilitres payés sur les fonds du régiment. Une troisième part peut, dans les mêmes proportions, être achetée à prix bas par le poilu dans les magasins de l'armée, ce qui fait en tout l'équivalent d'une bouteille de 75 centilitres par jour. Ce n'est qu'en 1916 que cette ration gratuite passe à 50 centilitres, puis en 1918 à 1 litre. À cette ration de vin s'ajoute de l'eau-de-vie, en provenance des Antilles pour une dose quotidienne de 1/16e de litre, soit 6,5 centilitres. Si le total annuel de rations distribuées apparaît largement supérieur à la moyenne nationale d'avant-guerre dès 1915, l'armée n'invente donc rien en termes de consommation et intègre ce produit aux besoins du soldat, mais également des officiers. Notez aussi que le vin est loin, très loin des degrés d'alcool dont nous avons l'habitude, 9 degrés maximum, au point qu'il est vu comme n'ayant trop peu ou goût de rien selon certains poilus. Non mais, il buvait de l'eau quand même, non? Oui, l'eau n'était pas absente, ça je vous le concède. Néanmoins, le problème de sa potabilité posait problème. Sans entrer dans les détails, la soif fait partie du quotidien du soldat, qui souffre aussi des maladies liées à la corruption de l'eau. Les témoignages sont nombreux et marquants. Écoutons Louis Barthas en décembre 1914. Un jour, notre bidon, complètement à sec, et le quart de jus s'étant transformé le matin, d'après les lois physiques de la nature, en bloc de glace dans le bidon du ravitailleur. Nous fûmes assaillis par une soif terrible, à ne pouvoir remuer la langue. Avec l'ami Courtade, nous convînmes qu'il fallait à tout prix nous procurer un liquide quelconque pour calmer notre soif insupportable. Qu'on ne pense pas que ce soit la répugnance de boire de l'eau sale, limoneuse. Non, certes, nous n'étions pas regardants à ce point. Mais le premier jour, nous avions vu le long du ruisseau des cadavres allemands et français. Et maintenant, l'eau les baignait, les assiégeait, les roulait lentement à travers les ajoncs, les roseaux de la rive. On comprendra facilement notre dégoût, et dire que des camarades se résignèrent à boire quand même. Les souffrances de la soif sont bien plus terribles que celles de la faim. Il ne semble pas y avoir eu d'organisation efficace, aussi bien vers les hommes que vers les bêtes, laissant très largement la place à la débrouille du combattant. En outre, selon Barthas, seuls les officiers auraient bénéficié de quelques facilités, mais là, on peut suspecter un certain biais dans le témoignage. Toujours est-il que je n'ai pas trouvé d'études sur le sujet, donc si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez des travaux là-dessus, n'hésitez pas à les faire connaître en commentaire, et puis au passage, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Oui, il fallait que je la place quelque part ça. Cependant, notons l'effort de stérilisation par le chlore, via le procédé de verdunisation expérimenté à partir de 1916 dans la région de Verdun. En juillet 1918, les 5100 militaires sollicités dans ce cadre parviennent à produire près de 2,5 millions de litres d'eau par jour, soit moins d'1 litre pour les 3 millions de poilus présents dans la zone des armées. On comprend donc la grande préférence de ces derniers pour le vin et les alcools, vus comme plus sûrs. Et à ce sujet, le cas allemand est très intéressant. En effet, le Reich avait dans les années 1900 fortement développé son commerce des eaux minérales en bouteilles, avec près de 100 millions de bouteilles vendues à l'export. Durant la guerre, l'intendance allemande a sollicité les 150 entreprises productrices pour fournir la troupe. Grâce aux subventions des organisations professionnelles, ce sont 50 millions de bouteilles qui ont pris la direction du front pour la seule année 1916. Un volume considérable, au point que ces bouteilles sont très présentes dans les fouilles archéologiques, avec bien entendu celle des alcools. Mais alors, qu'en est-il du pinard pour tenir sur le front? Eh bien cette idée semble devoir être un petit peu nuancée. Pour l'historien Frédéric Rousseau, la consommation d'alcool va de pair avec la situation de contrainte des poilus.
Elle fait partie de la solution pour tenir face à l'horreur des tranchées. On l'a dit, le vin est une composante centrale de la vie du soldat, souvent élément indispensable pour remplacer l'eau, mais également désinhibant, réconfortant, voire amnésiant. Toutefois, cette analyse ne peut faire l'impasse sur la place sociale de l'alcool dans la France du début du XXe siècle, ni sur la dimension affective de sa consommation, car celle-ci n'est pas propre aux intérêts militaires. Les témoignages montrent que de nombreuses occasions sont des prétextes à boire. Une promotion ou la récompense d'un camarade, un départ en permission, son retour, ou tout simplement une bonne nouvelle comme une naissance, un mariage, une mutation, l'envoi de colis par les familles, ou tout simplement une consommation de loisirs le soir autour d'un jeu. Comme le souligne Stéphane Lebras, il s'agit là de pratiques rituelles et intégratrices, importées de l'arrière, où l'alcool est un lien social fort à des moments de convivialité et de festivité. Charles Ridel, de son côté, ajoute: la consommation d'alcool est donc l'instrument d'une continuité entre le présent et le passé, mais aussi entre l'avant et l'arrière. En outre, les sources d'approvisionnement se retrouvent bien au-delà des réseaux de distribution des autorités. Et oui, il faut dire que estaminets et vendeurs ambulants abondent dans la zone des armées. Et il faut dire que le poilu est un bon client. Trop bon même. La famille également contribue très largement à l'envoi de bouteilles de vin, bien meilleur d'ailleurs que le pinard de l'armée, et ça améliore considérablement le quotidien. Ah non, parce que si vous croyez que c'est du pinard de l'armée, ça... Non. Pour Charles Ridel, la ration quotidienne de vin est un dû, et l'état-major doit absolument tout faire pour la leur fournir. Car si des ruptures d'approvisionnement perdurent, il peut y avoir du mécontentement dans la troupe. Et ça, on veut pas. Oh que non. Pour répondre aux besoins du poilu, l'autorité militaire met tout en œuvre pour assurer l'approvisionnement en vin vers les tranchées. Et autant vous dire, c'est pas de la tarte. Ah bah non, c'est du vin. Dans un premier temps, l'approvisionnement ne pose pas vraiment de soucis. L'intendance fait appel à ses principaux fournisseurs, d'autant plus qu'elle bénéficie de prix assez stables grâce à l'excellente production de 1914. Par contre, en 1915, la situation se corse un petit peu, au point que l'intendance doit imposer la réquisition d'abord du quart des stocks, puis du tiers pour les exploitants produisant plus de 10 hectolitres par an. D'autant plus que ceux-ci doivent assurer à leurs frais la conservation et l'entretien des stocks réquisitionnés jusqu'au retrait. La réquisition effective est assurée par les maires des communes, qui s'assurent de l'acheminement des stocks vers les dépôts. Quant au prix, l'intendance est contrainte en 1916 par une jurisprudence de la Cour d'appel de Rennes de suivre le cours des prix du vin pour payer les stocks réquisitionnés, ce qui lui coûte plus cher. Côté organisation, on crée dès octobre 1915 des sous-intendances des vins, et en 1917, des comités consultatifs commerciaux des vins sont créés, associant les principales figures du négoce aux opérations d'achat et de réquisition. Concernant le transport, l'intendance acquiert par la location 2500 wagons-foudres et wagons-plateformes pour transporter le vin jusqu'aux 18 stations-magasins créées en 1914. À la fin de 1917, celles-ci peuvent contenir en permanence 141 022 hectolitres de vin et 23 804 hectolitres d'eau de vie qui sont ensuite envoyés aux 3 à 4 millions d'hommes présents en permanence dans la zone des armées. Une fois le vin arrivé en train, il doit être reconditionné. Celui-ci est versé dans des fûts plus petits et distribué au corps d'armée. Toutefois, la pénurie de bois ne permet pas d'en produire suffisamment pour compenser les fûts qui ne reviennent pas systématiquement des unités destinataires, ce qui cause, de temps à autre, une rupture de l'approvisionnement, faute de contenants. Mais le vin, faut-il le rappeler, reste un alcool qui peut être source de troubles, notamment dans les états d'ivresse. Les cas d'insubordination pour cause d'ivresse dans les chambrées, vis-à-vis d'officiers, voire vis-à-vis de civils, ne sont pas rares dans les archives de la justice militaire. Ainsi, en juin 1915, le greffe du Conseil de guerre de la 29e division d'infanterie constate 50% des militaires condamnés étaient en état d'ivresse quand ils ont commis des fautes qui les ont conduits devant la justice militaire. Cette constatation devra être méditée dans les corps et services de la division. Les gradés et les officiers devront surveiller de près la consommation des boissons, au cantonnement surtout, et punir sévèrement tout abus. On observe ainsi un paradoxe. L'armée,
qui est source de distribution de vin, doit être capable de maîtriser sa distribution au risque de voir se développer les cas d'insubordination et d'indiscipline liés à l'alcool. Ainsi, dans les mutineries de 1917, l'alcool joue un rôle essentiel, marquant une rupture avec la discipline, avec l'autorité, par une consommation volontairement excessive, comme l'observe Charles Ridel, mais surtout André Loez. Tous deux soulignent son importance durant ces événements à travers les archives institutionnelles, mais également à travers les témoignages. Cela conduit à une désinhibition des hommes, à une libération de la parole, à une insubordination individuelle et collective, comme le rappelle le sergent Richard. Un jour, le rassemblement de la compagnie pour l'exercice était fixé à 7h45. Pas un homme ne voulut s'équiper et le rassemblement n'eut pas lieu. Le lieutenant commandant la compagnie n'est pas assez énergique. Il discute trop et se laisse influencer par une mauvaise tête. Le moral est très bas. Le cafard règne en maître et les hommes se saoulent pour le chasser. Mauvais principe. Les esprits sont surexcités, autant par l'alcool que par les idées de révolte. Les hommes y pensent qu'à refuser de marcher. Un laisser-aller en résulte, les officiers ne sont plus respectés. Bien de leur faute. Enfin, ça va mal. Que va-t-il se passer? J'en sais rien, mais je redoute le pire. D'autant que les poilus, durant toute la période de la guerre, sont eux-mêmes à la recherche du précieux liquide auprès des débitants installés le long des routes des régiments. Et cette recherche avide du dieu Pinard a une autre conséquence. On assiste à un véritable dérapage du prix du vin dans la zone des armées. Le petit mercanti reste l'image la plus directe du profiteur de guerre dans le quotidien des poilus. Comme le note un officier dont le courrier a été intercepté par le contrôle postal, tout augmente dès que les soldats arrivent quelque part. On raconte même qu'un maire d'une commune a réalisé en 1915 des profits confortables dans ce commerce dont il était étranger avant la guerre. Cette absence de contrôle est liée au profond déséquilibre qui existe entre une demande extrêmement forte et diversifiée et une offre restreinte sans concurrence. Le lieutenant-colonel Terry résume fataliste. Personne ne lit le jeu de la loi de l'offre et de la demande. Les soldats de passage ne discutent jamais les prix. Ainsi, les mercantis profitent d'une clientèle sans cesse renouvelée, dont le débit et la capacité d'achat dépassent toutes les possibilités de vente. Pourtant, dès 1915, des coopératives et des camions bazars sont mis en place par l'intendance et les chefs de corps. L'initiative, généralisée en 1916 avec une coopérative par division, semble porter ses fruits. Dans un rapport du contrôle postal de la 2e armée en octobre 1916, on signale qu'il semble même que là où les coopératives n'existent pas encore, les mercantis du lieu soient devenus raisonnables. La consommation en dehors des rations réglementaires est donc progressivement réglementée. Les estaminets et coopératives autorisées par l'armée doivent limiter leurs ventes et respecter des horaires précises. Cependant, l'autorité militaire se garde le droit de fermer les établissements qui seraient à l'origine de beaucoup trop de troubles. De même, les débitants et commerçants de vin sont surveillés de près, même s'ils sont autorisés à vendre pour chaque soldat jusqu'à 10 litres de vin par jour. Notez par ailleurs que le vin n'est pas la seule boisson autorisée. La bière et le cidre le sont, contrairement aux liqueurs ou encore à l'absinthe qui est interdite dès 1915. Cependant, il ne faut pas voir ici qu'une nécessité d'ordre, mais également de rationnement, notamment pour dédier les alcools aux besoins industriels. En somme, l'augmentation des rations vise principalement à faire accepter le contrôle de la consommation du soldat par l'autorité militaire. Ainsi, l'armée assure un approvisionnement régulier pour répondre aux besoins des soldats. Reste que ces mesures sont insuffisantes, les moyens de contournement nombreux, tandis qu'en 1917, l'alcool devient ouvertement un moyen d'insubordination pour des poilus fatigués de la guerre. L'alcoolisation des soldats durant la Grande Guerre n'est pas seulement liée à une alcoolisation volontaire avec la complicité de l'État et de l'armée. Elle puise également ses racines dans des traditions culturelles, sociales, qui ont fait du vin la boisson patriotique par excellence de la France. Après la guerre, la consommation de vin a très légèrement augmenté, grâce, ou à cause, c'est selon,
à l'ouverture de nouveaux marchés, notamment la Bretagne, où les vins d'Algérie trouvent un nouveau débouché. En outre, les ligues anti-alcooliques se retrouvent très affaiblies, tandis que les vignobles cherchent avant tout à redorer la réputation de leur production. Toujours est-il que le pinard reste une boisson indissociable du monde des tranchées, au point qu'on lui a consacré quelques chansons. C'est d'ailleurs sur l'une d'elles que je vous quitte. Vive le pinard!